Le navire humanitaire Ocean Viking avec 230 migrants à bord accostera vendredi dans le port français de Toulon à titre exceptionnel, a précisé Paris. Aux États-Unis, le contrôle du Sénat est toujours suspendu aux résultats dans 3 États, Arizona, Nevada et surtout la Géorgie, où un second tour est prévu début décembre. La Commission européenne propose des normes plus strictes pour les véhicules thermiques afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Leur état de santé s'était dégradé. 3 des 234 migrants que comptait l'Ocean Viking ainsi qu'un accompagnant ont été évacués vers un hôpital de Bastia en Corse ce jeudi matin. Alors que le navire humanitaire a été autorisé à accoster en France à titre exceptionnel, il doit arriver dans le port de Toulon vendredi, l'Italie ayant refusé de l'accueillir. Chaque heure supplémentaire de navigation fait désormais courir des risques très importants pour la vie de certains de ces passagers. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Soulagé mais aussi en colère, réaction de l'association SOS Méditerranée après l'annonce de l'ouverture d'un port français aux migrants. Des rescapés dont un tiers sera relocalisé en France et un autre tiers en Allemagne, a précisé le ministre français de l'Intérieur, ajoutant que ceux qui ne répondront pas aux critères du droit au séjour ou de l'asile seront reconduits directement. Ce repli des soldats russes de Kherson est-il synonyme de cinglante défaite pour Moscou? Ou comme l'évoque Kiev et de nombreux analystes, s'agirait-il d'une tactique du Kremlin pour attirer les forces ukrainiennes dans une difficile bataille urbaine? Plusieurs scénarios sont évoqués. Reste que si retrait il y a bel et bien, les forces russes pourraient avoir du mal à accuser le coup. Ce retrait libérera environ 4000 km² de territoire, mais surtout il signifie que la Russie quitte la rive droite du Dniepr, la moitié occidentale de l'Ukraine. La Russie n'y aura plus aucune présence et quitte également la seule capitale régionale qu'elle occupait depuis le début de l'invasion, il y a près de 9 mois. Cela aura un impact énorme sur la Russie, un impact très négatif, un effet démoralisant. Le défi pour les Russes va donc être de se regrouper et de solidifier leur ligne de retraite ainsi que leur défense, car l'Ukraine va maintenant chercher à traverser le fleuve et à descendre depuis le nord pour pousser plus loin les forces russes. Il est évident que ces dernières vont être en proie à un certain désarroi après ce qui représente une retraite majeure. Il s'agit donc d'une question de coup au moral qui sera également très ressentie à Moscou. Je pense que cela va engendrer de nombreuses questions sur la suite à donner à la conduite de la guerre. Des processus de sélection abusifs dans des camps dits de filtrage qui se sont parfois soldés par des détentions arbitraires, des mauvais traitements, voire de la torture. Extrait de témoignages recueillis par Amnesty International, l'ONG qui dénonce ce jeudi dans un rapport les transferts forcés de civils ukrainiens par la Russie et demande à la Cour pénale internationale de mener une enquête approfondie et rapide sur ces allégations. Ce rapport parle de tragédie familiale. Il s'agit de familles qui se déchirent, d'enfants qui sont séparés de leurs parents, de pères qui doivent quitter leurs proches. Il s'agit de femmes qui perdent leur mari. Ce rapport parle du transfert forcé, de la déportation forcée d'Ukrainiens dans les territoires tenus par les Russes ou même en Russie. Une situation qui, selon nous, selon les recherches menées par Amnesty, équivaut à un crime de guerre ou à un probable crime contre l'humanité. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui, en quittant un endroit près de Mariupol, s'est retrouvé dans un campement et il a été séparé de sa mère. Elle a simplement changé de pièce et il ne l'a jamais revu. Il a été emmené à Donetsk, dans les territoires tenus par les Russes, et à ce jour, il ne sait pas ce qui est arrivé à sa mère. Nous avons également souligné dans le rapport le fait que la Russie a accéléré le processus d'obtention de la citoyenneté afin que les enfants ukrainiens, puissent être adoptés par des familles russes. Cela aussi, c'est une violation du droit international.
La majorité des Ukrainiens interrogés par l'ONG venaient de Mariupol, ville martyre du sud-est de l'Ukraine, rasée à 90% par les forces russes. Il faudra attendre début décembre pour connaître les résultats complets des élections de mi-mandat aux États-Unis. Car si la Chambre des représentants devrait passer aux mains des républicains, le contrôle du Sénat est encore incertain. En cause, le comptage des voix en Arizona et au Nevada, qui pourrait encore prendre plusieurs jours, et un second tour prévu le 6 décembre en Géorgie. La composition finale de la Chambre haute est donc suspendue à 3 sièges. Nous allons voir de l'argent affluer de l'extérieur. Nous allons voir un stratège de campagne venir en Géorgie. Nous allons probablement voir de grands politiciens et des célébrités entrer dans la mêlée. Tout cela change le caractère de cette élection d'une manière significative. Je pense aussi qu'en Géorgie, l'élection devient moins Warnock contre Walker et plus démocrate contre républicain. Les élections de mi-mandat devaient lui ouvrir un boulevard pour lancer sa candidature à la présidentielle de 2024. Au lieu de cela, la soirée électorale a été décevante pour Donald Trump qui voit son principal rival républicain Ron DeSantis galvanisé par sa réélection triomphale en Floride. Je pense toujours que Donald Trump doit être considéré comme le favori à ce stade. Mais tout l'élan sur lequel DeSantis est en train de surfer, en particulier dans une élection où les républicains ont sous-performé au niveau national, mais où lui a réalisé un très bon score, cela doit l'aider. Et cela doit particulièrement l'aider avec tous les courants du Parti républicain. Ces élections de mi-mandat ont montré une fois de plus à quel point les électeurs américains sont profondément divisés. Mais il y a un soulagement général, les fortes tensions entre les deux camps ne se sont pas transformées en protestations violentes. La Commission européenne a proposé ce jeudi des nouvelles normes visant à réduire la pollution engendrée par les véhicules thermiques avec des critères plus sévères en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Ces règles, baptisées Euro 7, sont amenées à entrer en vigueur en 2025 pour une durée de 10 ans, car en 2035, les véhicules neufs seront tous 100% électriques. Notre proposition va faire vraiment une vraie différence, puisque en 2035, grâce à Euro 7, les émissions de NOx des véhicules légers devraient être réduites de près de 35% par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans Euro 6. Et pour les poids lourds, c'est plus de 50%, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous tous. Les constructeurs qui opèrent déjà leur mutation vers le 100% électrique dénoncent des contraintes additionnelles. Les ONG de défense de l'environnement estiment au contraire que Bruxelles ne va pas assez loin. La pollution de l'air liée au transport routier cause 70 000 décès chaque année dans l'UE. Alors que les dirigeants politiques continuent à plancher à la COP27 en Égypte, des réunions se déroulent en parallèle entre professionnels, industriels et spécialistes du climat. Objectif, partager des analyses et des nouveautés technologiques. La société suisse Climworks, par exemple, a développé une technologie permettant de capter et de stocker le CO2 présent dans l'atmosphère. Il est de plus en plus clair que pour atteindre les objectifs de température fixés à Paris, nous devons faire deux choses. La première est de réduire massivement les émissions à un niveau sans précédent. Mais nous devons également employer des technologies à grande échelle qui peuvent éliminer le CO2 de l'atmosphère. Les discussions sont également l'occasion d'examiner les avantages et les inconvénients des solutions déjà proposées dans la lutte contre le changement climatique. La plantation d'arbres, par exemple, est essentielle, mais selon les experts, elle doit s'inscrire dans une dynamique globale. Planter des arbres peut bien sûr être une solution du point de vue du marché et aussi de l'écosystème. Mais cette solution s'inscrit dans un ensemble d'autres solutions telles que la conservation des forêts et aussi des écosystèmes et comment arriver à préserver ces derniers dans le temps. Nous devons aussi restaurer les paysages forestiers et renforcer l'efficacité des forêts dégradées, non seulement d'un point de vue productif, mais aussi d'un point de vue écosystémique et écologique, et enfin d'un point de vue social. Ces réunions n'ont pas vocation à influencer directement les négociations entre les gouvernements et les organismes mondiaux, mais elles contribuent à enrichir le débat sur le climat et les échanges sur la question entre politique, société civile et industrie.